Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre d'un entrepreneur qui me semble particulièrement emblématique de sa génération. Une génération qui entreprend de manière décontractée, simple, comme poussée par une évidence, celle que si on veut changer des choses, être acteur du monde, eh bien allons-y, attaquons-nous aux problèmes avec des réponses concrètes, viables, durables. Et si ça passe par la création d'une entreprise, c'est OK. Et si on peut traiter plusieurs problèmes à la fois, cherchons des solutions globales, c'est encore mieux. Bonjour Hubert Motte. Bonjour Bruno, merci pour l'introduction. Eh bien Hubert, alors je crois qu'on t'appelle Beru chez les intimes. Tu es le fondateur d'une entreprise dont le nom même est un clin d'œil positif et joyeux. Je vais te laisser le plaisir de nous l'indiquer toi-même. Eh bien, la vie est belle, c'est le nom de l'entreprise que j'ai créée. Et pourquoi ce nom? Puisque, en effet, on essaie de rendre la vie un peu plus belle avec des belts, des ceintures. Belt, Voilà, ceinture en anglais. belt c'est en ceinture en anglais. Alors je suis certain que si je te présentais comme un fabricant de ceintures, tu trouverais ça trop réducteur par rapport à la raison d'être de ton entreprise. Alors en quelques mots, dès maintenant, comment veux-tu nous parler de ton entreprise ce matin? Qu'est-ce qu'elle fait? Avec joie. Pourquoi on rend la vie plus belle? L'envie et le constat, c'était vraiment de revaloriser des matières, de se donner le défi de créer de la valeur avec des déchets, et de confectionner des produits à partir de ces matières abandonnées, et de le confectionner localement. Moi, je suis originaire du nord de la France, et l'envie de faire là où je suis avec d'autres et de fabriquer en local. Hmm. Alors tu vas nous raconter cette aventure, mais avant j'aimerais te présenter, toi personnellement, en quelques mots. Hubert, tu as 31 ans, tu es marié à Laura Jane, vous êtes les parents d'une petite fille de 10 mois. Alors tu le disais, tu as grandi dans le nord de la France, au sein d'une famille entreprenante, je crois. Tu te décris comme plutôt extraverti, et comme beaucoup d'entrepreneurs, tu aimes défricher, avec comme conséquence peut-être que tu te trouves moins bon pour bien finir les choses commencées. Ouais. Tu aimes beaucoup de choses, le vélo, le théâtre d'impro, la musique, chant, piano, guitare, les voyages. Bref, on comprend que pour toi, la vie soit belle. Alors, avant que tu développes ton chemin d'entrepreneur, je t'invite à compléter cette présentation. Qu'est-ce que tu veux dire de plus de toi? C'est déjà bien complet. Je dirais un peu les jalons qui ont fait mon parcours de vie à date. Donc j'ai grandi dans une famille nombreuse. Moi, je suis le dernier d'une grande famille. Mes parents sont séparés quand j'avais 14-15 ans, et ça a été une première grosse étape pour moi parce que bon, bien sûr, enfin voilà, c'est une unité familiale qui se scinde et tout ça, donc ça a été difficile. Et à la fois, euh, dans cette aventure-là, j'ai eu la chance d'être accueilli dans une famille. Et donc, j'ai été accueilli pendant 4 ans et demi jusqu'au lycée. Je vivais dans la famille d'un pote. Mhm. Et ça m'a, je pense, ça a planté des graines pour m'aider à tracer ma route. Ensuite aussi, d'un point de vue entrepreneurial, faire à ma manière. Ça m'a aidé à m'émanciper assez jeune, finalement, puisque du coup, à partir de 14 ans, je vivais la semaine chez eux, et jusqu'au lycée. Tu penses que ça t'a aidé à prendre de l'autonomie et à te dire, bah, il faut que je m'occupe de moi, quoi. C'est ça Ouais, l'idée? exactement. Et du coup, à définir qu'est-ce que j'ai envie de vivre, faire à un âge où souvent on se laisse un peu, peut-être plus, et c'est normal, bercer par ce que nos parents Mhm. où nos parents nous orientent. Bien sûr, j'avais eu cette orientation de mes parents et puis toute l'éducation que j'ai eu la chance d'avoir. Mais ça m'a permis de me poser des questions peut-être un peu à l'avance sur qu'est-ce que je veux être, qui je veux être. Mhm. Ça a été notre première grosse étape, et puis la deuxième grosse étape, on va en parler, mais j'ai fait des études d'ingénieur, et j'ai eu la chance, enfin, à la fin de ce parcours et ces 5 années, j'ai décidé de prendre une voie beaucoup plus incertaine à mes yeux, et de lancer mon projet. Et ça a été aussi une autre grosse étape de ma vie qui m'a aidé à encore plus me réaliser et à être qui je suis aujourd'hui. Et j'essaie, enfin, je me considère épanoui à date, et à ma place, quoi.
et je continue de cheminer vers ça, quoi. Et ça, c'est chouette. Mhm. Mais bon, ça n'a pas été quand même directement en sortant du bac que tu as fait des études et tu es passé par une grande entreprise. Ouais, exactement. On commence par où? Comme tu veux. Ouais, ouais, trop Raconte, bien. raconte. Ben, du coup, cette deuxième grande étape à mes yeux, c'est en effet, de base, j'ai toujours aimé l'aspect scientifique. J'ai fait un bac général scientifique. J'ai toujours aimé aussi l'aspect manuel, fabriquer, inventer des objets. Oui. C'est quelque chose qui m'a toujours botté. J'ai eu la chance, enfin, j'ai été au scout pendant 10 ans, et une des choses qui m'éclatait, c'était de fabriquer notre maison en hauteur dans les arbres et de vivre dedans pendant 3 semaines l'été. Euh, donc tout ce côté-là, j'ai voulu le vivre à travers mes études, et donc j'ai choisi de faire une école d'ingénieur. J'ai fait ça à Lille, dans une école qui s'appelle l'ICAM, et je l'ai faite en alternance parce que j'étais pas pris dans l'autre formation qui est plus scolaire, et finalement ça m'allait bien puisque de base moi non plus je suis pas très scolaire, et la partie théorique, être assis derrière un bureau pendant toute une journée, j'y arrive pas vraiment, ça me convient pas vraiment. Euh, donc donc l'alternance m'a permis assez vite d'être à la moitié du temps dans une entreprise en tant qu'ingénieur, à faire des choses concrètes et qui vont servir vraiment, quoi, pas de la théorie. Et je trouve ça génial pour apprendre. Et l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance, du coup, pendant ces trois années d'école d'ingénieur, d'études, c'est Decathlon. Mhm. Et donc j'ai travaillé en tant qu'ingénieur produit, donc responsable de la création, du développement de produits pour le textile, pour le ski. Et donc j'étais basé en Haute-Savoie, où il y a tout un bureau d'études, atelier de prototypage et bureau des marques de montagne de Mhm. l'entreprise Decathlon. Et moi je travaillais donc pour la marque qui s'appelle Wedze, sur la pratique du ski. Donc c'est à Salanches, voilà, près de Chamonix, tout ce coin-là. Et ça a été à mes yeux enfin super riche d'apprentissage, de me rendre compte. En fait, déjà c'était un métier et c'était un job qui me faisait rêver quand j'étais un peu plus jeune, de pouvoir travailler dans cette entreprise-là, à faire ce métier-là. Ça m'a fait du bien de quitter ma région aussi, d'aller vivre avec. On était 6 en coloc. Aucun autre coloc était de Décathlon, et c'était important aussi pour moi. Avec des gens d'âge et de provenance en France différentes, et au-delà de ça, de mon métier, c'était vraiment euh, mettre enfin, il y a beaucoup de choses que j'adorais faire plus jeune, là je le faisais à travers mon métier, et ça c'était génial. Cette partie créativité, session brainstorming avec plein d'idées de produits, et derrière comment concrètement on va le faire, avec quel matériau, quel process pour le fabriquer. Moi qui passe derrière les outils, les machines à coudre dans l'atelier de prototypage pour tester, commencer à faire un premier proto, aller le tester en montagne. Enfin, Les vraiment, mains tout ce dedans, quoi. côté-là, Les mains ouais, dedans. les mains dedans à fond, quoi. Ah, si tu permets, j'en profite juste pour inviter ceux qui nous écoutent à aller écouter l'épisode 9 de ce podcast du Campus des dirigeants, parce que j'ai interviewé Franck Desmarais qui a fait un grand passage chez Decathlon comme DRH, puis DG de Kipsta. Voilà. Excuse-moi, je te Ah non, propose de génial. reprendre. Je Voilà. connaissais pas cet épisode. Ça vaut Ça le me coup donne de envie. l'écouter. Trop bien. Je te J'imagine. recommande. Ouais. Génial. Et donc, voilà l'histoire Decathlon. Ouais, belle phase d'apprentissage. Je suis parti 3 mois pour eux dans la région de Shanghai en Chine, pour aller voir les différents fabricants textiles avec lesquels je travaillais et avec lesquels mes collègues Ouais. travaillaient. Et donc j'étais un référent entre guillemets pendant 3 mois sur place. Ça c'était à ma deuxième année d'alternance. J'avais fait 3 ans de contrat avec eux. Et en fait, au fur et à mesure de l'aventure, je me rendais compte que d'un côté, il y avait plein de choses sur lesquelles je m'épanouissais, sur lesquelles j'apprenais. Et Mhm. bah, j'adorais. Et puis, je me rendais compte aussi que globalement, je dirais, il y avait 2 sujets sur lesquels plus j'avançais, plus je me disais, là, je m'y reconnais moins et je suis moins aligné. Le premier Et étant c'était quoi? l'impact de mon travail, Oui. et de me rendre compte, notamment la Chine m'a aidé à ouvrir les yeux un peu sur ce que je ressentais face à tout ça, mais que j'étais pas super fier de raconter où c'était fabriqué et comment, et l'impact finalement global de mon métier.
Même si Oui. les produits sont trop cool, le quotidien est génial, Mhm. c'est épanouissant, Mhm. j'apprends beaucoup. Mais derrière, voilà, d'un point de vue confection, c'est participer à une économie linéaire, traditionnelle, dont on en Ouais. voit les limites à date, qui Mhm. sont produire toujours plus, au le moins cher possible, loin d'ici, dans des conditions parfois opaques de travail, j'entends, et en utilisant du polyester, enfin des matières qui polluent, avec des matières premières dont on a de moins en moins. Et enfin bref, participer à ce schéma où on exploite le peu de matières premières qui nous restent, on entasse des déchets dans nos régions, on sait plus où les mettre, alors on les met à l'étranger, et puis on fait Oui. travailler des gens dans des usines et ils vivent dans l'usine, et je l'ai vu ça de mes yeux, quoi. Ce sont tes études qui t'avaient éveillé à ces questions-là et du coup, tu as été confronté à ça dans cette première expérience professionnelle ou bien tu portais ça au fond de toi? Euh, je pense que c'est un mix. Je pense que je portais ça au fond de moi d'une certaine manière. Je pense que mes études m'ont aidé à ça. Et l'ICAM a une particularité d'accompagner sur ce qu'ils appellent la formation humaine, ce qui est très large, mais Le euh, discernement. le discernement, se poser des Mm. questions sur ce qu'on vit, Ah comment oui. on les ressent. Mm. Mm. C'est quelque chose pendant mes études qu'on faisait régulièrement à chaque fois qu'on rentrait d'une session en entreprise, c'est-à-dire tous les 3 à 6 mois, on rentrait à l'école et on prenait une demi-journée Mhm. pour relire, se poser devant une feuille blanche dans le silence ou avec de la musique et d'écrire qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai L'expérience. moins aimé, pourquoi, vraiment, Mhm. voilà, faire ce travail-là. Et je trouve ça génial d'accompagner Super. des jeunes d'une vingtaine d'années à se poser ces questions-là. Et c'est Génial. vrai que ça m'a aidé, ouais. À... Donc ça, c'était le premier sujet un peu bloquant pour toi. Tu voyais Ouais, pas le sens de exactement. ça, de Et cette chaîne le linéaire. deuxième, c'est que je me suis rendu compte qu'au fond, euh, enfin, j'avais en moi, certes, j'adorais l'aspect scientifique et être un ingénieur, ça m'épanouissait, mais je me sentais quand même un peu frustré. Je me considère quand même assez euh, curieux de différents sujets et j'étais frustré d'être entre guillemets qu'un ingénieur au sein d'une boîte et pas du coup pouvoir me euh, Imprimer ta travailler marque. sur des sujets en lien avec la communication parce que j'aime ça aussi, euh, la vente parce que c'est un truc qui m'attire. Mhm. Et donc j'ai senti assez vite évoluant chez Decathlon que en fait l'entrepreneuriat allait me permettre de vivre ce besoin d'avoir plusieurs métiers en fait, d'avoir plusieurs métiers très différents et d'apprendre plusieurs métiers en même temps et d'avoir Mhm. voilà les casquettes de communicant, de technique scientifique, de commerçant et d'apprendre sur tous ces sujets en même temps. Donc ça génère des réflexions en toi, mais et comment est-ce que ça aboutit tout ça à l'acte de création et à l'idée même de ce que tu voulais faire? Euh, Bah ça chemine dans ma tête et puis arrive un moment où il y a bien la fin de contrat, donc faut que je me décide. Qu'est-ce que je fais? D'autant plus que on me proposait de rester chez Quechua avec un CDI, voilà, donc un schéma assez confortable quand même, assez alléchant aussi, Mhm. parce que même s'il y avait Dans ces une deux belle points entreprise. dans une entreprise qui grandit, qui a une belle énergie, Mhm. donc même s'il y a les deux points que j'ai cités, il y avait plein de choses qui me plaisaient, hein, ça c'est clair. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir à, OK, le scénario 1 qui serait de rester chez Decathlon, voilà, je le connais, c'est ça. Mhm. Scénario 2 qui permettrait enfin, de m'atteler entre guillemets à ces deux sujets sur lesquels je me reconnais moins ici. Ben, comment je fais pour construire un scénario 2 qui me permette de m'épanouir et d'éviter ces deux points un peu, ces deux zones grises, quoi. Mhm. Et donc, je me suis lancé ce défi de continuer à créer des produits, ce que j'aimais faire, mais partir d'un déchet, le faire en local, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et entreprendre pour m'éclater et apprendre à porter un projet de A à Z en partant d'une feuille blanche. Ça m'excitait énormément, quoi. Ok. Et donc, le point de départ et l'idée qui m'est venue, ça a été de partir d'un déchet sur lequel on a enfin voilà, sur lequel il y en a beaucoup et il n'y a pas de solution de revalorisation. Euh, et surtout sur lequel on n'a pas à date la possibilité d'éviter ce déchet. Euh,
Si on a une gourde, on n'a pas besoin de recycler les bouteilles en plastique, parce que si tout le monde a une gourde, bah, on n'a plus besoin de bouteilles en plastique. Là, en l'occurrence, les pneus de vélo, j'y viens, enfin. On les use. On les use et il n'y a pas d'alternative. Et pareil, en recyclage, il y a pas grand-chose qui est vraiment fait et qui est faisable parce que c'est un matériau compliqué. Donc, c'est une matière qui est incinérée en pneus de vélo. C'est plusieurs dizaines de pneus de vélo incinérés, plusieurs dizaines de millions, pardon, incinérés chaque année en Europe. Et l'envie de m'atteler à cette première matière. D'accord, mais sans au départ, l'idée du produit fini. Tu t'es dit, il y a des pneus usés Ouais, à réutiliser, à recycler. C'est ce qu'on appelle l'upcycling, redonner plus de valeur. exactement, Un produit à plus forte valeur que les déchets initiaux. exactement. Ok. En effet, ouais, c'est parti de la base, en fait. Quelle matière je vais avoir et avec cette matière, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et la ceinture est assez vite venue parce que je voulais faire un produit qui touche le plus grand nombre. On est plus de la moitié des Français à porter une ceinture. Ça fait quelques millions. Et c'est un produit pas trop compliqué, pas trop grand. Quand je dis compliqué, c'est d'un point de vue process, parce que à la différence d'un sac à dos, on va avoir voilà un peu plus de travail sur le produit. La ceinture, ça me sentais, je trouvais ça assez atteignable à fabriquer moi-même, et ça me plaisait bien de démarrer moi-même pour mettre en point le process et former d'autres pour le faire en local. Et alors, comment on s'y prend? On part d'un pneu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut laver, faut écraser, faut aplatir, faut lustrer. Qu'est-ce que c'est les opérations? Il y a juste un truc que je voudrais mettre là, parce que dans ces deux scénarios, d'un point de vue chronologique à ce moment-là, je me souviens encore parfois alterner entre, bon, il y a scénario 2 où je crée cette fameuse ceinture en pneu de vélo, qui me parfois j'étais très motivé, mais parfois ça me faisait vraiment peur d'y aller, quoi, sur cette feuille blanche de craie. Et le scénario 1 de rester chez Decathlon, bah, parfois, il me faisait de l'œil quand même, et je me disais, bon, c'est quand même con de passer à côté de ça. Et je me souviens, ce qui m'a aidé à vraiment switcher, c'était de parler avec des collègues. À l'époque, moi j'avais 23 ans, mais je parlais avec des collègues qui avaient la quarantaine, voire cinquantaine, et j'en ai deux qui m'ont dit, c'est ça qui m'a vraiment poussé à aller vers le scénario numéro 2. Mais donc, j'ai deux collègues qui m'ont dit, t'as pas besoin du confort à 23 ans. Enfin, moi je leur disais, rester chez Decathlon, c'est très confortable, c'est quand même difficile de passer à côté de ça. Et un premier qui m'a dit, ben, est-ce que t'as vraiment besoin de ce confort-là à date La là? bonne question. Ah oui. Et un autre collègue qui m'avait dit, parce que du coup il m'avait dit, mais si tu pars, tu fais quoi? Et moi je lui avais pitché mon histoire de pneus de vélo et de ceinture, et je sentais dans ses yeux le fait que lui, en fait, il m'avait confié que lui avait toujours eu envie d'entreprendre, qu'il l'avait jamais fait, et que maintenant, avec 3 enfants et d'autres obligations, ben en fait c'était difficile pour lui, et que c'était resté au fond de lui comme un regret, quoi. Et alors je me suis dit, bon ben en fait, si je veux ne rien regretter, euh, testons ce scénario 2 de créer, d'entreprendre, et au pire ça marche pas, et au pire je vais ailleurs, et au pire Satomu Quechua me reprendra bien un jour, ou je ne sais quoi. Ouais, ça veut dire que parfois on a les réponses à nos interrogations dans le regard des autres qui Ouais, nous exactement. apportent quelques réponses, mais toutes ces réponses mises bout à bout t'apportent ta réponse à toi. Exactement. Et d'où l'importance parfois de parler avec les bonnes personnes et d'analyser un peu ce qu'on ressent quand face à ce qu'ils Ouais, nous disent, quoi. ouais, ouais. Et tu as eu peur, tu as eu quand même quelques peurs au moment de démarrer? Oui, mais ça a toujours été une peur saine, dans le sens où ça m'a donné de l'énergie, Ouais. globalement. Hmm. Euh, Comme le bon stress avant de monter sur scène, je trouve, tu vois. Donc ça m'a donné envie d'y aller à fond, quoi. Mhm. Et notamment, une des plus grosses peurs, je trouve, quand on entreprend, c'est le financier. Comment vivre, puisque au début, le projet est tout neuf, et on n'a pas forcément Et de petit. clients. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'ai fait le choix de vivre très simplement. Je vivais dans une coloc, on était 6. J'avais 600 euros de chômage. J'avais mis un peu de côté avec mon alternance, Mhm. mais vraiment sobre.
dans mes dépenses. J'avais un loyer qui tournait autour de 200 et quelques et ouais, c'était vraiment j'étais encore en fin de vie étudiante donc ça m'allait très bien aussi, hein. Et mais par contre, j'avais vraiment cette carotte qui était de bon bah maintenant l'objectif c'est de fabriquer des ceintures, de les vendre et de commencer à me faire un micro revenu quoi. Et au bout de 6 mois, j'ai commencé à me payer 1 000 euros par mois en micro-entreprise Et et alors, grandir comme ça. comment... Donc, on est passé un peu vite sur le process. Tu peux Ouais. quand même nous dire en gros qu'est-ce qu'on fait, comment on part du pneu pour arriver à une ceinture? C'est quoi les étapes? Ouais, bien sûr. Donc, on collecte les pneus. C'est une première étape importante puisqu'il y a une Logistique? logistique. Bah oui. Ensuite, on découpe le pneu, la bande de roulement, donc le centre du pneu, Mhm. en sangles. Donc là, c'est un des outils inspirés de l'artisanat du cuir. Ah oui. J'ai été voir des cordonniers, des artisans cuir. Je me suis inspiré un peu de leurs retours, leurs conseils, et puis j'ai trouvé le bon outillage là-dessus. Et une fois qu'on a la sangle, on la nettoie. Une machine à laver Mhm. classique. C'est Bah la oui. seule action qui est pas manuelle. Mhm. Et ensuite, en porte-pièce, donc au tout début, j'étais au maillet sur une bûche avec des outils, quoi, des emporte-pièces. Et puis maintenant, on a tout un lot de presses Des machines, sur des lequel on presses. a adapté tout ça, mais ça reste des outils à main. Donc entre l'artisanal et l'industriel, quoi. Et un jour, tu t'es dit, cette ceinture, elle est prête à être vendue. Elle est Ouais, suffisamment chic pour être vendue. C'est ça? et ça, c'était mon avis. Du coup, j'ai voulu enfin, voilà, avoir l'avis d'autres et surtout l'avis de gens que je ne connaissais pas pour avoir un vrai retour, quoi. Un vrai. Pas juste les copains, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Et donc, ça a été vraiment l'objectif. Ce qui m'a vraiment aidé au démarrage, justement, de pas me faire gagner par la peur, mais de rester dans l'énergie. C'est les petits pas, le fait de me mettre des petits objectifs, de les lister un par un et vraiment de les atteindre au fur et à mesure, mais assez vite finalement quoi. Toutes les semaines, potentiellement, j'avais la possibilité d'en activer un qui me donnait accès au deuxième. Et pour exemple, du coup, premier objectif, faire une ceinture avec un pneu euh, de vélo. Deuxième objectif, faire une belle ceinture avec un pneu de vélo, parce qu'il y avait une évolution quand même. Tout à fait. Ensuite, faire 10 belles ceintures avec 10 pneus de vélo. Ensuite, vendre 10 ceintures, enfin 10 belles ceintures avec 10 pneus, en vendre 100. Et donc, chaque objectif m'a permis de rester focus et je trouve que ça permet d'éviter d'attraper le vertige en regardant Et le sommet hmm, qui est j'ai créé une entreprise et on fait du chiffre d'affaires et compagnie. ça permet aussi de se gérer son impatience, de se donner des objectifs déjà longs intermédiaires. Ouais, exactement. Et de prioriser surtout. De dire, OK, Ben oui. on a 1000 trucs à faire pour entreprendre. Sur 1000 sujets, je pourrais jamais tout faire. Donc, s'il ne faut faire que l'essentiel, bah, c'est quoi? C'est faire le premier pas qui est faire une ceinture, en fait. Mais alors, toi, l'ingénieur qui était concentré au départ sur le process de production, tu as d'emblée abordé le sujet de la distribution, du commerce, comment tu allais t'y prendre. Est-ce que la manière dont tu t'y y es pris au début, c'est encore le bon modèle aujourd'hui pour distribuer? Comment vous faites? Eh bien, belle question. Au démarrage, donc j'étais dans cette fameuse coloc dans la cave à fabriquer les ceintures, et j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux pour vendre direct en B2C, et ce qui reste à date 2 tiers de nos ventes. Euh, et sauf qu'à l'époque, j'avais pas de site internet et j'étais tout seul, donc je faisais pas mal de vidéos sur Facebook à ce moment-là. On est en 2017 quand je lance. En fait, c'était un besoin aussi. Je commençais à être frustré d'être tout seul dans ma cave à travailler sur mon Bah projet. oui. Donc, avant même que j'ai du stock à vendre, eh bien, j'ai commencé entre guillemets en teasing à faire des vidéos de salut, moi c'est Hubert, je lance mon projet, je transforme les pneus de vélo en ceinture. J'ai pas encore de stock, mais j'y viens. Regardez, j'ai récupéré cette vieille machine à Dunkerque chez un artisan cuir. Là, on l'a réparée. Regardez, j'arrive à couper les pneus. Et donc là, les gens ils font ah mais génial, mais du coup, dis-nous quand c'est prêt, ok. T'as Et suscité le désir. ouais, c'est ça. Et de manière très Ouais. authentique, hein, Ah oui. vidéo, face cam. Mhm. Enfin, mais justement, je pense que c'est ça qui plaisait aussi parce que les gens ont pu assez vite, je pense, prendre part à l'aventure, la sentir, enfin suivre l'aventure comme on y suit une histoire.
et tous les 3-4 jours voir un peu l'évolution. Ah bon bah ça y est, il a du stock, on va pouvoir passer. Et il y a des gens qui venaient que je connaissais pas, qui toquaient à la porte de la colocation et qui venaient avec soit nous déposer des pneus, soit acheter des premiers produits. Et à la suite de ça a été des médias qui commencent à parler du projet et des lieux en région lilloise et à Lille qui m'ont proposé de faire des ventes éphémères où je venais une journée dans un lieu. Mais alors, c'est ça qui est incroyable, tu me disais que tu avais eu plus de 150 passages en médias sans avoir acheté d'espace publicitaire. Ouais. Comment t'expliques ça? Et même le podcast de Bruno Tesson, t'imagines? On y vient. Comment tu fais? Je pense qu'il y a une chance provoquée. Je pense que c'est un cercle vertueux, les médias, potentiellement. Pas dans toutes les histoires, bien sûr, mais en tout cas, pour ma part, ça a été ça. Je pense que les médias et les journalistes sont en quête de sujets... De belles histoires. Ouais, positifs. Dans notre monde qui tourne pas si rond. Et je pense que globalement, on a tous besoin de récits positifs, d'actions qui vont dans le bon sens, quoi. Et donc je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure du lancement de la Vie Belt. Et du coup, une autre force de la Vie Belt, c'est que on fabrique, on a un produit et c'est très visuel, notamment pour les télés, d'avoir d'un côté des pneus de vélo usagés et de l'autre, en quelques étapes, une ceinture qui en sort. Ça, on te fait un sujet en 2-3 minutes où on comprend bien et c'est super visuel. Et c'est grâce à ça qu'on a, je pense aussi, c'est une des forces de faire un produit plutôt que d'avoir un service potentiellement, même si un service peut être mis en lumière autrement, qui a fait que voilà, ça coche la case de c'est visuel, ça a du sens, c'est social, c'est un jeune qui se lance. Bon, ça fait pas mal de cases. Et donc, est-ce que c'est une des raisons qui ont fait que je t'ai vu un jour sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé? Eh ben, je pense que oui. Enfin, en tout cas, alors, qui veut être tu veux mon bien associé? Nous raconter cette expérience que tu as vécue? C'était peut-être même le premier épisode de la série. Ouais, en tout cas, c'était la première saison. Comment t'es arrivé là, sur le plateau? Eh ben, tu vois, pour reprendre les médias, on y vient, mais La Voix du Nord, donc journal local du Nord, qui entend parler de la Vie Belt, qui vient faire des photos à l'atelier. France Inter qui reprend dans une revue de presse ou quelque chose comme ça le sujet. Je sais plus quel média. Et de fil en aiguille, on fait Télématin, France 2. Et là-dessus, en fait, Qui veut être mon associé se lancer en France. C'est une émission qui s'apparente un peu à être un The Voice de l'entrepreneuriat, dans le sens où tu présentes ton projet devant un jury de 5 personnes. Business. Et il y avait du beau monde, hein. Tu te souviens des personnes qui étaient là? Des personnalités, coup, je devrais dire même. Du coup, il y en a, lors de mon passage, moi, il y en a eu 3 qui ont souhaité investir, dont Fred Mazella, qui est quelqu'un que j'admire, quoi, qui est fondateur inspirant. de Blablacar. Exactement. Il y avait Catherine Barba qui avait contribué à la création de Mythique avec Marc Simoncini qui était là aussi dans le jury, mais qui n'a pas investi. Et il y avait Marc Vanov, lui il a travaillé il a monté les bistrots Régent, il travaille dans la restauration. Et il y avait une 5e personne, qui travaille dans la logistique, bref. Et donc, m'ayant vu sur un programme, ils m'ont proposé de rejoindre la saison 1. Et c'est comme ça que... Et donc, tu cherchais pas forcément d'argent en ce moment-là? Non. T'es venu surtout pour te faire connaître? Ouais. C'est un peu le... Enfin, ils sont venus me chercher, et ils m'ont dit viens, on fait ça. Moi, je leur ai dit je fais pas de levée de fonds, je cherche pas à en faire, et pour l'instant, on n'en a jamais fait. Et ils m'ont dit bah viens quand même, et puis tu verras bien ce qui se passe sur le plateau. J'y suis venu. Il y en a 3 qui ont voulu investir, et puis finalement, moi, j'ai refusé. Et ça a été une mise en lumière super. Je suis parti un peu du principe. Je sais pas si le mot de pirate est bon, mais quand on entreprend, c'est toujours un peu il y a ce côté où parfois on fait des choses qui sont pas encore
je trouve l'enjeu, c'est de rester intègre tout en étant parfois un peu malin. Et M6, j'ai compris qu'ils voulaient, enfin, qu'ils nous utilisent. On est leur produit pour leur programme Oui, télé. Et oui. je me suis dit, bon, bah, ils m'utilisent, je les utilise d'une certaine manière, et tout le monde est content. Et au final, Ça suffisait. ça a suffi. Ils m'ont réinvité l'année suivante pour parler du fait que j'ai refusé les financements. Ah oui. Pourquoi? Et ça m'a donné, voilà, une sorte de tribune sur, voilà, on peut entreprendre sans forcément lever des sous. C'est faisable. Et ça me plaît aussi de porter ce message-là, de démystifier un peu bon, bah, si je crée une boîte, il faut que je lève au moins 200 000 euros. Bon, bah, on va commencer par chercher de l'argent. Attends, on va déjà savoir, tu veux faire quoi? Un service, un produit? Est-ce que tu as des clients? À quel prix? Et est-ce que tu peux pas être rentable déjà un peu en lançant, enfin voilà, en restant au cœur de ton métier, quoi. Elle en serait où ton entreprise si tu avais accepté cette levée de fonds? Elle serait à un autre endroit? Sûrement, mais en fait, je me suis rendu compte que moi Hubert, j'étais pas à ce moment-là en tout cas, et je peux encore évoluer là-dessus, mais je suis pas capable. C'est pas ma force de dépenser l'argent des d'autres sur mon projet. J'ai peur de trop perdre De les quoi? pédales. Le Ouais. pouvoir? Le pouvoir? Non, Les pédales? de pas prendre les bonnes décisions. Parce que là, je me dis, quand on fait un investissement, c'est uniquement grâce à l'argent qui est généré par notre business model, et c'est que, je sais pas, ça me permet de. Mais aujourd'hui, tu les prends comment tes décisions? T'es tout seul pour les prendre? Eh ben, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a coaché de manière, voilà, euh, qui m'a accompagné pendant 3 ans et demi, gratuitement entre guillemets, qui m'avait vu dans les médias et qui avait fait l'ICAM à Lille, et qui était Mhm. dirigeant d'une usine avec beaucoup de monde dedans, et que je connaissais pas du tout, et qui m'a contacté et qui m'a dit, voilà, euh, j'aime mon métier, mais ça manque un peu de sens, et toi, ça a du sens, ça me plaît beaucoup, est-ce que je peux t'aider? Et je lui avais dit, Extra. bah écoute, je me lance, j'ai pas de board de conseil ou quoi, on peut échanger. Et parce qu'il m'avait déjà challengé en fait sur pas mal de choses, et je m'étais dit, bon bah, si t'es d'accord, on se voit de manière assez Mhm. récurrente tous les 3-4 mois. Et ça a Mhm. duré plus de 3 ans, ouais. D'accord. Il s'appelle Thomas de Coster, il travaille chez Agnos. Bravo. Il est ingénieur et il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Excellent. Bah Donc parce ça, que ça a été les débuts. Et bah maintenant, je oui. suis en train de créer un board et on fait le premier dans 2 semaines. Ça y est, Ah, enfin. grand moment. Et alors, comment t'as choisi les personnes de ton board? Ben, avant tout, je voulais des gens qui connaissent un minimum l'aventure pour qu'ils aient un minimum, voilà, eux, leur point de vue aussi sur le projet. Des gens que j'avais au moins déjà rencontrés et que je connaissais un petit peu pour sentir un peu les profils. Et aussi une diversité dans ce qu'ils pouvaient apporter et ce qui est pour moi, et c'est ce que je leur ai dit là, j'ai fait une conversation commune avec tout le monde, et j'ai identifié chez chacun ce qui est à mes yeux leur zone de génie, ce qu'ils vont pouvoir apporter. Euh, Mhm. et, euh, et je trouve il y a une belle complémentarité dans chacun. Ils sont trois, mais je suis encore débutant sur la création d'un board, et comment ça va se Bah, passer, mais c'est tu parti. viendras, je viendrai t'expliquer. Tu viendras au campus des dirigeants. Ben On ouais, t'expliquera j'imagine que tu as comment ça beaucoup fonctionne. d'expérience. Ouais. Mais alors, attends, il y a tout un pan du projet de La Vie est belle qu'on n'a pas encore évoqué. On a beaucoup parlé du produit, du recyclage et de ce que tu fais. D'ailleurs, peut-être pas aujourd'hui que des cravates, hein. Je pense que tu as Que diversifié les la ceintures gamme. et les nœuds Que les papillons. Ouais, ceintures, pardon. Que les ceintures, t'inquiète. pardon. En effet, ouais, on a élargi du coup avec ce même procédé de partir avec d'une matière. Donc avec des draps, on fait des caleçons. Euh, avec des cordes d'escalade, des tuyaux de pompier, des pneus de voiture aussi, puisqu'on a trouvé un procédé pour les redécouper. On fait des ceintures. Donc voilà, on a toute une gamme de ceintures variées. On a les Mhm. caleçons, on a les bracelets avec les maillons de chaîne de vélo. Avec les chutes de nos ceintures, on fait des porte-clés
et ce qui nous permet de nous adresser à tout un pan B2B, je dirais, cadeaux d'entreprise, cadeaux sur des événements comme le Tour de France, comme les JO, de faire voilà des petits produits cadeaux avec tout le sens, la confection locale, la matière revalorisée derrière, quoi. Et puis là, on se structure mieux pour vraiment passer la seconde sur le développement de nouveaux produits avec d'autres matières. Tu parlais des tuyaux de pompiers. J'ai pas bien compris. C'est du recyclage de tuyaux de pompiers. Ouais, et Oui. ça, c'était Pour faire quoi? Et qu'est-ce qu'on des fait avec ceintures. ça? Ah, des ceintures aussi. Ouais. D'accord. Ah, Avec oui. nos chutes, on fait les porte-clés, mais on fait aussi, on s'est rendu compte que le métier des colliers de chiens était très proche de la ceinture. Donc, on fait aussi, lorsqu'on a un trop petit morceau, on fait les colliers de chiens. Donc, on a toute une sous-marque, enfin, une marque dans la marque qui s'appelle Dog Belt. On s'adresse aux magasins spécialisés animaux et on vend sur notre site aussi. Super. Alors, donc, on vient de parler de la gamme et tu as mis au cœur de ton projet aussi, de l'entreprise, une attention à ceux qui sont en difficulté sur le plan social. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire de ça? C'était quelque chose qui était important pour moi, de vraiment lier, essayer de connecter l'aspect écologique et l'aspect social qui sont tous liés. Enfin voilà, que le dérèglement climatique touche les plus pauvres en premier et tout ce sujet-là. Et aussi, fait historiquement, puisque j'ai grandi en région lilloise, des villes comme Roubaix, on a 44% de la population en dessous du seuil de pauvreté à Roubaix. C'est les chiffres de 2022, il me semble. Enfin voilà, il y a une misère sociale qui est très présente. Et ça me parle que de pouvoir, voilà, humblement à mon échelle, bien sûr, proposer quelque chose, mettre ma pierre à l'édifice pour proposer un métier, un projet professionnel à des gens de ce coin-là. Enfin, en tout cas, des gens en difficulté. Donc, en fait, pendant les 6 premières années de la Vie est Belt, on a travaillé en partenariat avec un atelier solidaire à Tourcoing. Qui emploie une majorité de personnes. Ta production était externalisée au départ, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Dans cet atelier. Ça restait. On avait un espace à nous. On avait toujours quelqu'un de la Vie est Belt. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment un partenariat où eux nous mettaient à disposition un lieu et des personnes encadrées donc qui ont un handicap. Et nous, donc c'est une entreprise adaptée qui s'appelle Alterios. Et nous, on était là, on fournissait les outils, la matière, le savoir-faire. On formait les gens, on encadrait, en tout cas, la partie qualité, quoi. Et ça a duré 6 ans. Et il y a 1 an, on arrivait un peu à la limite de ce partenariat avec Alterios. On prenait de plus en plus de place. Il n'y avait pas toujours une disponibilité de salariés pour nous comme on le voulait. Et puis, le maire de Roubaix me proposait depuis 2 ans de rejoindre un projet et qui commençait à se concrétiser. Et un nouveau lieu qui s'appelle Tissel, T-I-2-S-E-L, et c'est dans cette friche industrielle rachetée fraîchement par la mairie de Roubaix qu'on s'est installé avec 7 autres projets. Et donc là, on a un nouvel atelier. Là, cette fois-ci, on embauche directement les gens qui fabriquent. Donc depuis 1 an et quelques mois. On a un magasin d'usine. C'est quoi vos critères de recrutement du coup? Et du coup, en effet, on embauche des personnes qui sont éloignées de l'emploi d'une manière ou d'une autre, donc on n'est plus forcément sur du handicap, mais sur des gens grâce à des structures d'insertion comme la maison de l'insertion et de l'emploi, MIE de Roubaix, comme la maison locale donc qui aide les jeunes qui n'ont pas forcément de diplôme et qui sont au chômage à trouver un emploi. Et donc c'est comme ça que Faustine a rejoint l'équipe, la toute nouvelle équipe de la Belterie, donc notre nouveau lieu au sein de Tissel, en septembre 2023. Faustine qui est au chômage depuis 2 ans, 23 ans et qui vit à Roubaix. Super. Et que donc c'est tout le projet aussi, c'est que moi je les forme à la confection, puisque personne n'a jamais confectionné une ceinture en pneu de vélo. Donc le tout c'est d'avoir des profils qui soient manuels déjà, quoi, qui ont une appétence pour ça, le métier, la confection,
et qu'ils soient motivés. Et puis après, moi, je passe du temps à la formation au début avec eux, et puis après, c'est parti. Faustine, on a signé son CDI là depuis. Elle a été rejointe par Aurélie, et on a Alizé qui est arrivé aujourd'hui, pareil avec la mission locale en confection. Ah oui. Ça impacte quand même le business model, parce que quand on va chercher des gens qui sont éloignés du monde de l'emploi, il y a de l'accompagnement un peu plus fort, un peu plus soutenu à apporter. Comment du coup tu arrives à positionner? Bon, alors c'est vrai que tu achètes la matière première, tu ne l'achètes pas, tu n'as que des coûts logistiques, je pense, Ouais, sur les exactement. matières premières. Donc tu ajoutes à ça des frais de main-d'œuvre qui sont pas neutres quand même, Ouais. et tu arrives à sortir des produits qui sont compétitifs sur le marché. Ouais. Donc notre ceinture en pneu de vélo, historiquement, et ça reste le best-seller, on en a fabriqué et vendu plus de 60 000. Mhm. Donc depuis la cave, ça a bien grandi. On la vend 39 € TTC. Ouais, Et en c'est bien fait, positionné. ouais, sur le prix moyen d'une ceinture en France, c'est 35. Et des Euh, ceintures en cuir, et les c'est plus ceintures en que cuir, on ça, est hein. plutôt vers 45-50, ouais. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Et donc je voulais qu'on soit, voilà, qu'on puisse rester entre guillemets compétitif avec toute l'histoire qu'il y a derrière. Et finalement, on est aussi une marque, on est beaucoup sollicité dans les cadeaux, de par l'histoire et le pourquoi du produit, et donc on est dans des gammes de prix aussi qui correspondent plutôt bien sur un cadeau, 30, Bon, 40 euros, quoi. on se fait plaisir, quoi. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est une des solutions, tu vois, au Made in France, on en parle beaucoup, avec la reprise de Duralex par ses salariés, avec les appels du slip français, à comment, voilà, comment essayer de redynamiser un peu toute cette vague depuis 10 ans qui essaie de refabriquer en France, de maintenir de l'industrie et de la fabrication en France. Mhm. C'est pas toujours facile. Moi, je trouve qu'une des options, une des solutions, tu l'as cité, c'est le fait de revaloriser des matières. Ça nous permet en fait de limiter les coûts sur l'achat des matières. Mhm. Parce que bien sûr, la main-d'œuvre est plus chère qu'ailleurs, ici. Euh, on a aussi un niveau de vie qui est beaucoup plus confortable qu'ailleurs. Donc voilà, ça a un coût. Et ce qui nous permet de rester compétitif, je pense, c'est cette partie-là, en fait, cette partie sourcing matière. Carrément. Et c'est une bonne solution puisque c'est écologique, et en plus, ça nous permet de rester compétitif, quoi. Mhm. En quelques chiffres, aujourd'hui, c'est quoi l'entreprise? Du coup, chiffre d'affaires, Ouais. équipe? Donc on devrait finir l'année à 8 salariés. On devrait finir l'année autour de 500 000 € de chiffre d'affaires, Mhm. avec du bénéfice. Euh, on est en autofinance, donc on n'a pas d'actionnaire, pas d'emprunt bancaire. Mhm. Plus de 60 000 ceintures vendues. Sur les caleçons, on doit être à 6 000. C'est nos grosses familles de produits. On a des belles synergies, comme j'ai déjà dit, mais avec le Tour de France depuis 3 ans, et puis ça grandit chaque année. Donc on a un axe B2B qui se développe super bien. Mhm. Voilà. Alors peut-être c'est le moment de faire un petit peu de pub, hein, pour ceux qui veulent. C'est Noël qui arrive là. Pour commander les produits, donc on va sur le site de La Vie est Belt. Ouais, C'est ça le nom du laviebelt.fr. site. Et là, on peut commander en ligne sur ton site, sur votre site. Exactement. On offre les Ok, frais de port à partir de 2 produits achetés. Pour d'accord. ceux qui sont dans la région lilloise, l'atelier à la Belleterie a un magasin d'usine, et vous êtes les bienvenus. Ah ouais, Il suffit de taper La Vie est Belle sur Google Maps. On pour est trouver. 17 rue du Nouveau Monde. Ça, c'est quand même un chouette nom de rue. Et, Pour La Vie est belle. exactement. L'équipe vous accueillera. Malheureusement, on n'est pas ouvert le week-end à l'atelier, mais du lundi au vendredi. Sinon, on a une trentaine de revendeurs en France, en Belgique. Toute la liste est sur notre site. Alors, je connais les produits, je les recommande vraiment, hein. Vraiment, Merci, c'est ouais. super. Non, mais Ouais. c'est chic en plus, hein. Je suis allé voir justement votre site internet, et j'ai été assez interpellé par les valeurs affichées. Alors, beaucoup d'entreprises affichent leurs valeurs sur le site. Là, tu as pris le soin de détailler ce que ça voulait dire vraiment pour vous, pour toi. Peut-être c'est intéressant que tu nous les partages, ces trois valeurs de La Vie est Belle. Tu t'en Eh souviens, ben, j'imagine, ou tu veux que je te les non, tu redonne? me mets une colle parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas bossé dessus. Donc, non, Bon, il y ben a, il y alors, a, il y a vertueux, alors, ah, tout à fait, c'est la première. Ouais. optimiste. Ça veut dire quoi, vertueux? Tu le Putain, tu me mets une comprends colle, le comment? troisième, j'ai un trou. Attends, on va commencer par vertueux. Vertueux, pour moi, c'est d'essayer
de rendre mieux les choses, meilleures, d'essayer de faire le bien. Et tu vas me dire, c'est très subjectif le bien, mais c'est un peu la notion de quand j'étais petit, ou c'était quelque chose que j'avais appris au scout aussi, de quand tu viens dans un lieu, t'essaies de rendre un peu mieux qu'avant, tu vois. Donc de un, bah tu laisses pas des déchets dans la forêt après un pique-nique, mais en plus t'essaies de rendre service au lieu, ou si tu vois qu'il y a un truc qui va pas très bien, bah par exemple il y a eu un arbre qui est tombé, qui est cassé, bah tu le découpes en bûches et puis tu améliores les choses. Et si chaque personne à son échelle essaie de faire un peu mieux, bah déjà ça rend heureux d'améliorer quelque chose. Et en Alors, plus, ton activité, l'activité de l'entreprise en elle-même, bien sûr, elle est vertueuse puisqu'on recycle des déchets et on donne du boulot à des gens qui auraient du mal à en trouver. Mais ce que j'ai lu aussi, c'est que vous voulez engager les autres acteurs de la société à se bouger et à agir pour un monde meilleur. Alors ça se traduit comment ça? Concrètement, ça se traduit par quoi, cet engagement que vous avez? Comment bah, vous faites bouger les autres? je pense que encore une fois, c'est dur de dire ça humblement, et pourtant je souhaite Tu le peux. rester, mais Je, il je y a te l'envie. connais, donc tu peux. Non, Ouais. mais il y a l'envie de montrer une manière de faire, et de prouver que ça peut marcher, qu'on peut faire une entreprise qui allie à la fois rentabilité financière et emploi solidaire, revalorisation de matière, et que ça marche. Donc d'essayer encore une fois, d'inspirer, mais on décide pas nous-mêmes qu'on inspire les gens, mais en tout cas, voilà, on trace notre route en restant très intègre, et de pas mal de retours qu'on a autour de nous, en tout cas, pour certains, ça les aide à, à faire autrement, à chercher à être plus vertueux. Et donc ça a Mhm. beaucoup de sens pour moi quand on a des retours d'expérience, de témoignages. On fait des team building à l'atelier d'entreprises qui viennent fabriquer eux-mêmes leur ceinture en équipe. Et Ah, derrière, un super. mois après, qui disent, bah, en fait, il y en a 3, ça leur a vraiment, voilà, ça leur travaille, et ils sont en train de remettre en place tout le système logistique pour optimiser les choses et s'allier avec une entreprise d'insertion. Et là, tu te dis, waouh, c'est génial, on a fait des petits, quoi. Ah, bah, Alors, super. oui, notre impact, il est en direct dans nos produits, la matière, le salaire, mais, enfin, les Vous salariés, donnez envie. Ouais, mais ouais. aussi dans la sensibilisation, entre guillemets, quoi. Ouais, 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 je comprends. Euh, La deuxième, c'est la transparence. Oui, pardon, merci, trop bien. Super important pour moi. Je trouve que pour emmener du monde avec soi, il faut justement être transparent, montrer les coulisses dans notre communication, le fait que notre atelier soit visitable pour tous ceux qui veulent venir, d'expliquer pourquoi on fait les choses, parce que les gens ont confiance une fois qu'on est transparent. On cache rien en fait. Et ça, c'est important dans notre société. Tu vois, aujourd'hui, tu vas sur le site des entreprises les plus polluantes au monde, ils ont un onglet RSE, pourquoi c'est génial ce qu'ils font, enfin, et on n'a plus confiance en fait. Mhm. Tu vas sur le site de Monsanto qui ne vend que des produits qui détruisent la biodiversité, et ils arrivent quand même à te dire que c'est génial ce qu'ils font pour la biodiversité. Donc, je sais que le monde n'est pas est complexe, mais je pense qu'on a besoin, on a besoin de transparence, et que ça permet aux gens d'avoir confiance, En fait, c'est peut-être une condition pour être vertueux, c'est de montrer aussi ce qu'on fait, quoi, en ouais, toute ouais, transparence. exactement. Et quand on montre, quand on est transparent, soit les gens trouvent ça bien, soit justement ils disent bah attends, pourquoi vous faites comme ça, vous pourriez faire comme ça, et ça nous force nous à nous repositionner, peut-être changer nos Mhm. manières de faire, à nous poser des questions. Là où quand on Ouais, ouais. cache, bah voilà, on se pose aucune question, quoi. Bah, c'est sûr que c'est exigeant d'être transparent. Ouais. Ouais, Et la troisième valeur, c'est positif. positif, ouais. Ou optimiste, mais enfin bref, ça reste Ouais, ouais, positif, ouais, ouais. Nous sommes une équipe d'optimistes, c'est écrit. optimiste, et ça c'est important pour moi au quotidien, et je pense que ça se ressent dans l'équipe, mais qui a cette joie de vivre, même si on est conscient des enjeux de notre monde, Mm. et, et voilà, et de la difficulté, enfin des sujets qui nous entourent, au quotidien, enfin voilà, dans notre communication, dans notre manière d'être, dans notre nom, euh, il y a ça qui transpire, parce que je pense que pour changer les choses, on a besoin de rendre ça désirable, que ça donne envie, que ce soit convivial, qu'on le fasse ensemble.
Voilà, donc on n'est pas bisounours, mais on n'est pas non plus collapsologie à se dire que bon bah de toute façon foutu pour foutu, ça sert à rien, on va tous mourir. Bah peut-être, mais en tout cas voilà, nous on essaie d'apporter notre dose Votre pierre, d'optimisme, votre de le brique. faire et en fait Ouais. faire ensemble. Bah ça rend heureux, je l'ai déjà dit, mais et ça c'est chouette. Eh bien, écoute, Hubert, on arrive au terme de cet épisode. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. Et je voudrais te dire que de rencontrer quelqu'un comme toi, ça me fait beaucoup de bien. C'est pour moi signe d'espérance pour le monde des entrepreneurs, pour la capacité à changer des choses dans le monde. Et franchement, merci de ce témoignage que tu viens de nous partager. À bientôt, Hubert.